Collègues, nous poursuivons notre matinée d'audition et nous avons le plaisir d'accueillir des représentants de l'association Alliance Vita avec son délégué général, M. Tugdual Derville, la déléguée générale adjointe, Mme Caroline Roux, et Mme Blanche Streb, qui est coordinatrice des services, qui est directrice de la formation et de la recherche. C'est Mme Caroline Roux qui est également coordinatrice des services d'écoute. Nous vous remercions d'avoir accepté d'intervenir devant nous. L'association Alliance Vita a été fondée fin 1993. C'était d'ailleurs au moment des premières lois de bioéthique. Elle agit notamment en faveur de la sensibilisation du public et des décideurs à la protection de la vie humaine. Elle s'intéresse au débat actuel de bioéthique. Les questions relatives à l'AMP, l'assistance médicale à la procréation, à la GPA, la gestation pour autrui, à la recherche sur l'embryon, aux tests génétiques ou encore à l'évolution de la médecine génomique, entre autres, sont étudiées dans le cadre de notre mission d'information. C'est pourquoi nous souhaiterions bénéficier de vos contributions sur ces sujets. Je vais maintenant vous laisser la parole en sachant que nos débats sont filmés et enregistrés. Je vous inviterai donc à chaque prise de parole d'appuyer sur le bouton et à éteindre à la fin de la prise de parole pour un bon déroulement de nos débats. Je laisse la parole à M. Tugdual Derville. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs, d'être présents après déjà pas mal de temps, je crois, d'écoute de ceux qui nous ont précédés. En deux mots, avant de laisser la parole successivement à Caroline Roux et à Blanche Streb, je dirais que Alliance Vita agit dans deux domaines et qui peut être légitime notre prise de parole aujourd'hui. Le premier, c'est l'écoute des personnes en difficulté avec le sujet de la vie. Et nous avons un service qui s'intitule SOS Bébé, qui est un site internet avec 1 million de connexions annuellement, et nous aidons chaque année plus de 2500 femmes ou couples autour des questions liées à la procréation, l'infertilité, l'annonce du handicap, les deuils anténataux et postnataux, bien sûr autour de la question de l'IVG ou de l'IMG ou de la mort subite du nourrisson. Donc on a une expertise. Je pense que nous avons totalisé plusieurs dizaines de milliers de témoignages de femmes depuis une vingtaine d'années sur ce sujet. Par ailleurs, on est effectivement né des lois bioéthiques autour de sujets sensibles qui touchent l'intime. Et nous avons des actions de sensibilisation du public sur la protection des plus fragiles à tous les stades de leur vie. Et nous le faisons dans ce genre de cénacle, mais également par l'édition de livres, d'articles, d'études, d'enquêtes dont vous avez peut-être entendu parler. Caroline Roux va d'abord vous transmettre ce que nous pouvons constater dans nos services d'écoute sur ces sujets qui ont trait à la procréation médicalement assistée. Et puis Blanche Streb, autour de manière plus technique peut-être, autour de l'embryon. Blanche Streb qui est pharmacien et qui a publié récemment un livre, Le bébé sur mesure, aux éditions Artege, et qui donc nous parlera davantage des enjeux techniques de la procréation et de l'embryon. Voilà, Caroline. Merci, Madame Caroline Roux. Alors, mesdames et messieurs, je voudrais donc partager les constats de notre écoute des couples confrontés à l'infertilité. Quels sont les impacts de l'assistance médicale à la procréation? Qu'est-ce qui devrait évoluer? Et puis j'aborderai également plus rapidement l'impact des politiques de dépistage anténatal. Le premier constat que nous faisons, c'est que les propositions d'assistance médicale à la procréation surviennent de plus en plus rapidement. Et cette évolution révèle une forme d'impatience, pas seulement des couples, mais aussi des acteurs de la médecine de la procréation, qui souvent vont proposer des cycles de fécondation in vitro, arguant de la baisse de la réserve ovarienne féminine avec l'âge. C'est une pression qui pèse beaucoup sur les femmes et aussi les fragilise, avec pour corollaire un peu d'investigation sur la restauration à proprement dit de la fertilité, sachant que les techniques de procréation artificielle ne sont qu'un palliatif. Et on a constaté que des chirurgies de restauration, notamment turbaires pour les stérilités féminines, ne sont plus effectuées en France du fait de la banalisation des techniques de procréation. Il n'est pas rare non plus que des femmes qui ont suivi des parcours de cycles et des cycles de fécondation in vitro soient enceintes naturellement, et elles disent leur soulagement d'être guéries. Et c'est ce mot « guéri » sur lequel je voudrais insister. Je vous livre un témoignage parmi d'autres similaires. J'ai fait une PMA. Entre-temps, je suis tombée enceinte naturellement. Maintenant, j'ai mes 4 embryons qui sont à l'hôpital. Et moi, je suis guérie. Elle poursuit, pour moi ce sont mes bébés, si on me les réimplante, qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas, 4. Et sinon ils vont les détruire, je ne peux pas, ça non plus.
Alors, je ne dis pas que tout peut être vraiment guéri, mais je crois qu'il faut entendre de manière très sérieuse ces témoignages. Ils sont l'illustration que le désir profond de beaucoup de couples serait de pouvoir être soignés de leur infertilité et de pouvoir procréer de manière autonome. Et au fond, l'approche de la procréation centrée sur la technique tend à détourner aussi d'une approche plus médicale visant à soigner et puis aussi parfois à laisser du temps. Puis il y a la question des embryons congelés qui peut provoquer des souffrances et des impasses. Le deuxième constat, c'est l'engrenage que médecins et couples peuvent avoir du mal à stopper. Quand l'enfant ne vient pas, nous avons remarqué au cours des années une surenchère de propositions faites aux couples, insémination, FIV, puis ensuite les propositions avec donneur, don d'ovocytes. Et cet engrenage peut provoquer de graves malentendus dans certains couples et des non-dits. À titre d'exemple, je vous livre un témoignage d'une femme de 45 ans qui nous avait appelé en pleurs. On lui proposait une FIV avec don d'ovocytes, alors qu'elle avait déjà eu plusieurs cycles de fécondation in vitro les 5 années précédentes. Et elle nous disait, pour elle, l'enfant ne serait pas le sien, mais elle craignait en refusant de ne pas donner une ultime chance, notamment en raison de l'insistance de son conjoint. Elle était dans une forme d'épuisement, souhaitant que cela s'arrête sans oser arriver à le dire. Et nous avons noté un glissement progressif de l'approche des médecins de la procréation qui se sentent aujourd'hui comme redevables de donner un enfant au couple à tout prix. Le troisième constat, c'est l'impact de l'AMP avec donneur. Ce qui nous frappe également, c'est la manière dont on sous-estime cet impact et la rupture et la question de la rupture du lien biologique. L'AMP avec donneur représente 5% des enfants nés par AMP en France, et ce n'est pas une pratique banale, et elle doit nous interroger sur d'éventuelles extensions de la loi à des personnes sans pathologie de la fertilité. Les couples ne s'y engagent pas très facilement et certains couples nous confient se sentir abandonnés médicalement quand c'est la seule proposition qui leur est faite. Des couples nous disent, je prends un témoignage qui nous a été transmis, on leur a proposé une IAD, disent-ils, ils ne savaient même pas ce que c'était. Quand on a compris, disent-ils, que c'était une assignation avec donneur et que cela représentait pour mon conjoint et notre couple, nous sommes restés désemparés. C'était à prendre ou à laisser. Nous n'avons plus eu aucun suivi par ce médecin après plus d'1 an d'examen des deux membres de notre couple. Du côté des enfants, l'annonce en décembre 2017 qu'un Français de 34 ans né d'insémination avec donneur a retrouvé son géniteur par un simple test génétique via une société américaine qui gère des méga bases de données de santé fait voler en éclats le système. On avait promis l'anonymat pour les donneurs. En fait, il s'agissait de fausses promesses, comme on le voit aujourd'hui. Et puis, la recherche de leurs origines par des enfants issus de dons nous interroge tous. Alors, faut-il lever l'anonymat du don de gamètes ? Aujourd'hui, l'issue de cette question paraît évidente, en tout cas inéluctable. Cependant, la levée de l'anonymat ne supprime pas l'injustice d'une filiation éclatée. Le manque existentiel exprimé par les enfants, aujourd'hui devenus majeurs, doit nous inciter à ne pas banaliser l'AMP avec donneur, que ce soit par don de sperme ou don d'ovocytes, et à prévenir le plus possible les situations qui conduisent au don de gamètes. Et aujourd'hui, nous tirons la sonnette d'alarme. Il y a vraiment une urgence à faire une véritable évaluation des pratiques et des techniques sans aller dans une fuite en avant. Il est en effet préoccupant que la banalisation de l'assistance médicale à la procréation tente à détourner des véritables recherches des causes de l'infertilité, d'une part pour mettre en œuvre une véritable politique de prévention et d'autre part pour chercher des thérapies de restauration de la fertilité. Rappelons que la moitié des couples n'auront pas d'enfants à l'issue d'un parcours d'AMP. Or, on sait aujourd'hui que des modes de vie ou des questions environnementales, je pense aux perturbateurs endocriniens, peuvent avoir des conséquences sur l'infertilité. Un rapport a été remis en 2012 sur les causes de l'infertilité et cette exigence était inscrite dans la loi de bioéthique de 2011 et il est apparu que la recherche était disparate et sans ligne directrice. Alors, 7 ans après, quelle politique de suivi ? Quelles sont les politiques de prévention et de recherche de restauration de la fertilité ? Actuellement, les recherches se focalisent sur l'amélioration de la performance des techniques, plus que justement sur la prévention réelle ou le soin. Et c'est une situation préoccupante pour les femmes et les hommes d'aujourd'hui, et puis aussi pour les générations à venir.
Alors en proposition, je pense que l'agence de biomédecine pourrait faire un recensement systématique des causes de demande de l'AMP, et cela permettrait d'orienter des politiques de recherche et de prévention. Un nouveau rapport aussi pourrait être demandé, assorti vraiment d'une politique de suivi. Je voudrais faire une focus spéciale sur le retard de la maternité. Des professionnels, principalement, revendiquent la possibilité pour les femmes jeunes de pouvoir congeler leurs ovocytes pour être assurées d'avoir des enfants plus tard. Nous avons été témoins en France du scandale qu'ont provoqué les sociétés Apple et Google en proposant de le rembourser à leurs employées américaines et se faisant profiter de leur force de travail alors qu'elles sont encore jeunes. Et nous sommes devant un risque, je dirais, majeur d'entrave à la maternité par la pression socio-économique. Le volte-face opéré par le Comité consultatif national d'éthique qui préconisait il y a 1 an de ne pas aller vers l'autoconservation ovocytaire sans raison médicale n'a rien d'éthique et il nous paraît tout à fait irresponsable de faire miroiter aux femmes qu'elles pourraient avoir des enfants plus tard par fécondation in vitro parce que c'est loin d'être assuré. Et la ministre de la Santé elle-même s'alarme d'une telle proposition, d'ailleurs qui mettrait une pression sur toutes les femmes qui pour la plupart pourront avoir des enfants naturellement. En ligne de mire, c'est, nous le savons, de générer aussi des stocks d'ovocytes qui vont continuer d'alimenter des espoirs souvent illusoires de grossesse tardive, sachant que le don d'ovocytes n'est pas sans risque, ni pour la donneuse, ni pour la receveuse. Au contraire, comme nous l'avions préconisé lors de la révision de la loi de 2011, il est nécessaire, et plus que jamais, de faire des campagnes de prévention et d'information auprès des jeunes en les alertant sur l'horloge biologique et le fait d'avoir des enfants jeunes, et puis aussi d'aménager les conditions sociales qui permettent aux femmes jeunes de concilier études plus ou moins longues, entrée dans la vie professionnelle et maternité. À ce sujet, je voudrais vous dire que nous accompagnons des femmes qui se posent la question d'avorter à 25 ans parce qu'elles se pensent trop jeunes pour avoir des enfants. Et elles nous disent, eh bien, dans la rue, autour de nous, nous ne voyons que des femmes âgées qui sont, enfin, de leur point de vue, à 35, 40 ans, qui sont enceintes actuellement. Enfin, faut-il modifier la loi et étendre l'AMP à tous sans infertilité médicale ? Le principe de précaution s'impose par rapport aux revendications actuelles de légaliser l'insémination ou la FIV avec donneur hors infertilité pour des femmes sans partenaire masculin, qu'elles soient seules ou à deux. En fait, quand la technique prend le pas sur la médecine, l'offre crée la demande. Nous avons été notamment témoins dans notre service d'écoute de plusieurs cas douloureux de femmes qui se sont rendues en Espagne. Et je vous livre notamment un des cas pour que vous puissiez imaginer. Une femme qui avait eu plusieurs cycles de FIV entre 40 et 45 ans. Son compagnon l'avait finalement quittée. Et elle avait été poussée par une gynéco-française, d'ailleurs, aller en Espagne pour obtenir un double don de sperme et d'ovocytes, ce qui est interdit en France. Et quand elle nous a appelés, elle avait donc 49 ans, elle était enceinte, et elle se posait la question d'avorter, et elle se disait que cet enfant ne serait pas le sien, et qu'elle n'aurait plus l'énergie pour l'éduquer. Et je voudrais rappeler la valeur protectrice de la loi pour des personnes qui peuvent être fragiles sur ces questions, quand le désir d'enfant peut devenir finalement obsessionnel s'il n'y a pas de limite. Je dois dire que nous sommes particulièrement attentifs à Alliance Vita aux problématiques liées à l'absence de père et nous accompagnons des femmes enceintes qui se posent avec angoisse la question de poursuivre une grossesse quand le père s'en va et parce que l'enfant ne connaîtra pas justement son père ou qui menace de partir. Sont d'ailleurs souvent des raisons qui poussent à l'avortement. Alors ça ne veut pas dire que l'enfant ne sera pas aimé sans la présence d'un père, mais cela demeure une difficulté à surmonter. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la solidarité nationale s'exerce quand un des parents est manquant. Et on constate que la référence aux origines paternelles, non seulement dans l'engendrement, mais aussi dans l'éducation, demeure un désir profond des Françaises pour leurs enfants. D'une façon générale, il ne faut ni stigmatiser ni banaliser les situations où les enfants ne bénéficient pas de la complémentarité père-mère. Pour terminer ce panorama, je voudrais souligner la manière dont les grossesses, au cours des années, sont devenues anxiogènes pour beaucoup de couples, avec l'accroissement des propositions de dépistage prénataux. C'est particulièrement prégnant pour l'AMP parce que ce sont des grossesses très contrôlées.
Mais je dois dire qu'on voit que les couples nous disent combien ça peut être difficile de résister aux propositions, notamment d'interruption médicale de grossesse, qui sont bien souvent considérées comme une option médicale. Et même si le handicap n'est pas avéré, on l'a vu dans plusieurs cas, où que des soins sont possibles, bien souvent le mal est fait et toute proposition peut devenir plus difficile à accueillir. Je pense à certaines chirurgies, par exemple, qui sont possibles en cas de spina bifida. Et les médecins aujourd'hui manquent de petits patients parce que les parents optent le plus souvent pour une interruption médicale de grossesse. Je dois dire que nous pensons à Alliance Vita qu'il y a nécessité de rééquilibrer les politiques de dépistage du handicap, de leur annonce et de la prise en charge du handicap. Des personnes handicapées, d'ailleurs, ont rejoint notre association, des parents d'enfants aussi, parce qu'ils souffrent justement d'une forme de stigmatisation insidieuse du handicap. Ce qui est inquiétant pour nous, et pour les femmes et les couples plus généralement, c'est la pression pour les tests de plus en plus précis, que ce soit le DPNI ou encore le dépistage préconceptionnel dont Blanche Trèbe va parler. Qui d'entre nous aurait échappé à ces tests? On peut se le demander. Nous pensons que la France aurait à progresser dans le regard qui est porté sur le handicap et sa véritable prise en charge, et puis de maintenir la médecine dans le soin et la recherche. Merci. Merci. Madame Blanche Streb. Merci, Monsieur le Président. Madame Roux, si vous voulez bien éteindre votre micro. Merci. Bonjour, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés. Je voudrais aborder deux sujets ce matin avec vous. La première concerne la recherche sur l'embryon humain. Et peut-être en courte introduction, rappeler que le régime qui encadre cette recherche sur l'embryon a considérablement évolué depuis la première loi de 1994 qui interdisait toute recherche jusqu'à 2013 où il y a eu le lever de cet interdit. Et également, on a relevé également à ce moment-là la nécessité d'avoir recours à des méthodes alternatives. Et puis les conditions de recherche aussi ont beaucoup évolué puisque au départ, il y avait l'impératif de progrès thérapeutique majeur. Et puis ça s'est effiloché pour aujourd'hui être des finalités médicales et évoqué également dans l'avis du CCNE là récemment, aujourd'hui considérer une simple acquisition de connaissances nouvelles comme étant de la simple nécessité et comme étant même une valeur éthique. Donc finalement, on constate un peu une forme d'érosion du cadre qui entoure la recherche sur l'embryon. Et de manière parallèle, on voit que les enjeux qui concernent la recherche sur l'embryon, les enjeux éthiques, en parallèle, augmentent énormément autour notamment de prodigieux progrès scientifiques et techniques qui aujourd'hui concernent cet embryon. La première de ces techniques dont je voudrais dire quelques mots ce matin, c'est la technique d'édition du génome, de modification du génome, avec cette possibilité désormais offerte de modifier l'être humain à son commencement au stade de quelques cellules. Alors, la loi de bioéthique de 2011, elle interdit la création d'embryons transgéniques, mais on sait que cet interdit ne fait pas obstacle à la recherche qui implique d'éteindre ou de supprimer un gène. Et aujourd'hui, des pressions se font déjà entendre aussi pour autoriser l'ensemble de des recherches d'édition génique sur les cellules germinales et sur les embryons, dès lors qu'elles ne conduisent pas à la naissance d'un enfant. Et en l'état actuel du droit, la modification du génome d'embryon ou de gamètes en vue de conception ou de gestation n'est pas autorisée. Mais des clarifications semblent nécessaires et devront certainement être posées par le législateur parce que des pressions existent et nous voyons bien derrière cette recherche l'irrépressible tentation, comme toujours, de passer à l'étape suivante, à savoir la réalisation d'essais cliniques. En substance, cela veut dire la naissance d'enfants. Et le Conseil d'État lui-même conseille déjà d'y réfléchir pour éviter que la faisabilité technique ne préempte le nécessaire débat de principe. Or, cette technique, il ne sera sans doute jamais établi qu'elle puisse être 100% sûre et efficace. Et en tout cas, elle fera de chaque enfant son propre test grandeur nature, puisque aucun essai clinique préalable ne sera possible, puisque chaque embryon sera singulier, sera unique. Donc, les possibles effets délétères ne pourraient advenir qu'après la naissance.
Les risques ils sont multiples et certains semblent indépassables, même si la technique va progresser, c'est évident. Je pense aux effets collatéraux, aux effets hors cible, aux mutations compensatoires, au clivage d'un seul des deux bras, par exemple, ou aussi à la possible apparition de mosaïques. Et l'absence de traçabilité est aussi un problème, et évidemment les risques d'atteinte à la biodiversité humaine et aussi au risque de transmission aux générations suivantes. Le Conseil d'État, il évoque les situations où ces techniques d'édition du génome pourraient trouver une application, en particulier pour répondre à ce qu'ils ont nommé comme étant l'angle mort du diagnostic préimplantatoire. Et en fait, ça vient nous questionner un peu aussi sur le rôle de la médecine, parce que là, la technique de procréation artificielle serait délibérément utilisée pour créer des embryons dont on sait qu'ils seront certainement, enfin absolument, porteurs d'une anomalie. Et ensuite, on convoquerait la technique pour venir corriger cet embryon créé délibérément malade. Donc c'est vrai que ça nous questionne en profondeur sur ici l'utilisation de techniques qui fabrique finalement une personne délibérément malade. Et je crois que c'est même plus tellement une question de réflexion autour du respect de l'embryon, tout ça, mais ça devient vraiment une question anthropologique majeure et même une question de protection de l'espèce humaine. Et je citerai Jürgen Habermas, que j'ai pas mal travaillé pour mon livre, qui évoque même le besoin aujourd'hui de défendre un droit à un héritage génétique non modifié, fondé sur une éthique de l'espèce humaine. Du coup, il nous paraît quand même assez primordial aujourd'hui de nous prémunir finalement de ce type d'essais qui ne sont même pas des essais sur l'homme, mais qui sont des essais d'hommes. Et en tout cas, il semble devenir indispensable d'élargir les interdits actuels pour inclure l'ensemble des modifications qui sont susceptibles de porter atteinte à l'intégrité du génome de l'embryon humain et donc de l'espèce humaine. Sur la recherche sur l'embryon, des clarifications semblent aussi du coup nécessaires puisqu'il y a eu des évolutions techniques et scientifiques autour de la création des chimères. Et en tout cas, l'interdit, il semble nécessaire aujourd'hui de l'étendre et d'inclure de manière claire les possibilités aujourd'hui de créer des embryons chimères, notamment en introduisant des cellules iPS humaines ou des cellules embryonnaires humaines dans des embryons humains. Et cela au regard des risques, évidemment, mais aussi d'une transgression grave, je pense, de la frontière entre l'homme et l'animal. Avant de terminer sur la recherche sur l'embryon, nous souhaitions rappeler, je pense, l'importance de réaffirmer aussi l'interdit de fabriquer des embryons humains spécifiquement pour la recherche. Également l'importance d'interdire la fabrication in vitro de gamètes humains artificiels en vue de les féconder pour constituer des embryons humains. Et puis aussi l'importance d'interdire explicitement cette FIV à 3 parents au regard des risques inconsidérés qu'elles font courir à l'enfant, dont on sait qu'il y en a certains qui sont déjà nés par cette technique qui, je précise, l'une d'elles pour aboutir à cette conception d'embryon issus de 3 parents génétiques, utilise une technique qui se rapproche de celle du clonage, dont il revient sans doute aujourd'hui l'importance de réaffirmer l'interdit aussi bien dans sa définition de thérapeutique que de reproductif. Et avant de passer à mon second point, je voudrais mettre en perspective une énorme incohérence au fond dans toutes ces techniques, toutes ces recherches qui avancent. C'est ce que je viens d'évoquer en termes de modification du génome, de FIV à 3 parents. Eh bien, c'est cette recherche finalement de l'enfant à tout prix, de la procréation à tout prix, sans finalement tenir vraiment compte des énormes risques que cela peut faire porter sur les enfants à naître. Finalement, la quête de l'enfant à tout prix ne prend pas en considération des principes de précaution et s'accorde avec l'idée de faire de ces enfants des cobayes des techniques qui auront contribué à les faire naître, et s'accorde finalement avec le risque d'atteindre délibérément à leur intégrité physique et à leur propre santé. Et tout ça, ça entre dans une complète contradiction avec mon second point, qui est une autre tentation de maîtrise de la procréation humaine, qui est là, et la tentation du bébé parfait, en tout cas du mythe de vouloir arriver à constituer des embryons ou des bébés qui seraient exempts de tout problème. On constate, c'est vrai, que les biotechnologies, elles nous font glisser petit à petit vers un passage au crible de plus en plus accru
des embryons et aussi des fœtus in utero. Et bien que l'eugénisme soit interdit dans notre code civil, ce grand principe est aujourd'hui en souffrance. La définition, elle nous est très bien donnée par le Conseil d'État. L'eugénisme, il peut être le fruit d'une politique délibérément menée par un État, mais il peut aussi être le résultat collectif d'une somme de décisions individuelles convergentes prises par les futurs parents dans une société où primerait la recherche de l'enfant parfait, ou du moins indemne de nombreuses affections graves. Et je crois que nous sommes proches de ces circonstances-là. Bien que le diagnostic préimplantatoire, le DPI, soit aujourd'hui très très encadré et limité à la recherche d'une seule maladie dans des circonstances de maladies graves et incurables au moment du diagnostic, on voit que sont exercées déjà des pressions et pour étendre de plus en plus ce diagnostic préimplantatoire, non seulement à de plus en plus d'indications, mais aussi à de plus en plus de couples, y compris des couples dans lesquels il n'y a pas de prédisposition familiale connue. Et ouvrir également le diagnostic préimplantatoire aux aneuploïdies, comme c'est évoqué, eh bien, c'est aussi une sorte de basculement parce que eh bien, ces anomalies ne sont absolument pas héréditaires. De ce fait, du coup, l'augmentation du recours au diagnostic préimplantatoire eh bien, peut augmenter cette exigence du bébé parfait dans un cadre où la maîtrise ne sera bien sûr jamais absolue et aussi d'autres accidents peuvent continuer à arriver au niveau du développement embryonnaire déjà. Et puis le diagnostic préimplantatoire lui-même peut être facteur de risque et en tout état de cause peut être accompagné de faux positifs ou de faux négatifs. Et la pression et l'anxiété risquent d'énormément peser de plus en plus sur les couples. Et c'est un risque aussi, je pense, de fragilisation, pour ne pas dire même de fermeture de l'accueil de la fragilité et de la vulnérabilité humaine dans notre société. Au fond, le danger, c'est celui de fragiliser un principe de fraternité et de toute cette solidarité nationale qui est requise pour soutenir les familles lorsque l'un de ses membres est malade ou accidenté. Il y aurait d'ailleurs encore beaucoup à faire en ce sens. Et par ailleurs, le diagnostic préimplantatoire, eh bien, on voit que la frontière entre les critères qui sont jugés désirables, indésirables ou à optimiser cette frontière est d'ores et déjà assez poreuse. Et nous voyons les exemples à l'étranger de cet examen d'embryon qui aboutit aujourd'hui à des spectres d'action beaucoup plus larges qui vont bien au-delà des maladies, mais qui vont jusqu'aux prédispositions et qui vont aussi jusqu'à la sélection du sexe ou la discrimination selon certains critères physiques, voire même esthétiques. C'est au fond de nouvelles formes de discrimination génétique qui sont aujourd'hui permises par les biotechnologies. Je crois que du coup, il y a une urgence à circonscrire cet eugénisme, non seulement dans les faits, mais aussi dans les faits, c'est-à-dire dans les techniques et dans les biotechnologies, mais aussi dans les mentalités, car nous voyons vraiment ce phénomène d'emballement que l'offre crée la demande. Et en ce sens, l'arrivée du dépistage préconceptionnel est aussi une source de nombreuses questions. Et c'est un basculement finalement dans le regard que nous avons sur la procréation humaine, avec cette idée qu'en fait il faudrait tout tenter pour essayer de tout maîtriser et que la technique seule serait garante d'obtenir un enfant de qualité et deviendrait du coup un passage obligé. Et de fait, ce n'est plus seulement du coup le produit de conception qui est passé au crible, mais peut-être celui ou celle avec qui le projet parental se profile. Le Conseil d'État ne relève pas d'obstacles conventionnels ou constitutionnels à ce dépistage préconceptionnel, mais il estime que ce n'est pas justifié justement au regard des risques d'eugénisme en particulier. Et cette nouvelle finalement mentalité qui se développe autour de la procréation humaine, on peut se demander si ça ne risque pas d'atteindre à la vie privée, alors même qu'elle s'invite au plus intime de l'union des couples. Et on peut se demander aussi si ces techniques ne risquent pas de stigmatiser ceux qui n'y auraient pas recours ou de susciter une anxiété démesurée chez les couples qui se sentiraient l'injonction à devoir les subir. Et tout cela risque finalement de créer aussi une transformation dans les rapports humains qui est préoccupante. Et puis comment réagir si un enfant pas parfait se présente malgré tout dans un couple qu'on aurait validé comme apte à se reproduire ?
De fait, inévitablement, la surveillance fétale va devoir être accrue également. Et encore une fois, la technique va appeler la technique. Et tout comme pour le diagnostic préimplantatoire ou la recherche biomédicale qui peut être menée sur les embryons en vue de les réimplanter, il y a un vrai risque d'augmenter la pression sur les médecins et même la judiciarisation, eh bien, si un enfant ayant passé soit le diagnostic préimplantatoire, soit des études biomédicales et développerait une pathologie dans sa petite enfance ou même plus tard, eh bien, comment réagir dans ce cas-là, comment pourraient réagir les parents dans ces situations-là. Et puis, dernier point, comment gérer une incompatibilité potentielle entre les couples qui auraient traversé un diagnostic et la réponse, là encore, est à regarder du côté eh bien, de l'étranger des États-Unis qui déjà aujourd'hui eh bien, propose ce type d'examen et propose eh bien, d'avoir recours à des gamètes extérieures, à des banques de gamètes, eh bien, pour proposer le meilleur appariement possible, le meilleur bébé possible à la personne qui les consulte. Et je terminerai sur un point qui est la question économique par rapport à tous ces tests qu'on voudrait développer. Eh bien, effectivement, il faudra financer tout ça, hein, même pour des couples qui n'auraient finalement peut-être aucun problème au bout du compte. Eh bien, le CCNE, sur cette question économique qui est soulevée par cet élargissement de contrôle et de tests, eh bien, explique que le surcoût imposé sera à mettre en perspective des dépenses qu'imposent les traitements et la prise en charge du handicap. Et vraiment, c'est une notion qui nous préoccupe, que je voulais relever avec vous ce matin. Et c'est vrai que derrière, eh bien, c'est un modèle de société qui est proposé par tout ça. Et ce modèle de société, je crois, a de quoi nous faire un petit peu froid dans le dos. Je crois qu'aujourd'hui, pour conclure, l'opportunité est offerte aux législateurs de clarifier un certain nombre de points dans cette loi bioéthique pour nous prémunir de délire, voire même de délire, qui nous éloignerait d'un progrès réellement humain. Je vous remercie. Monsieur Derville. Je vais peut-être récapituler de ce fait les postures d'Alliance Vita, peut-être dans un champ plus politique. Vous savez peut-être que j'ai été au dîner génomique, embryon et PMA à l'Élysée et j'ai entendu le président de la République nous inciter à prendre de la hauteur sur ces sujets. Et nous notons que le débat se focalise beaucoup sur l'expression PMA pour toutes, qui est une expression d'ailleurs réductrice, c'est pour quelques-unes en fait la réalité. Les enjeux à nos yeux, et je l'ai dit au président de la République, c'est de faire de la lutte contre l'infertilité d'une part et de la prise en compte de la lutte contre l'eugénisme d'autre part, les deux grandes causes nationales qui devraient rassembler les Français. Lorsqu'on s'interroge sur ce qui a été montré par Caroline Roux, la montée de l'infertilité pour des raisons, je ne vais pas répéter le détail, à la fois environnementale sans doute, comportementale également, il y a nécessité d'en faire une grande cause nationale et de mettre les moyens, et beaucoup de Français souffrent d'infertilité et souhaiteraient qu'on creuse ce sujet en profondeur, à la fois sur le plan de la prévention et sur le plan thérapeutique. Et puis la question de l'eugénisme, c'est au fond un secret de famille. Personne ne l'a souhaité réellement. Et nous arrivons en France à un record du monde de la détection anténatale du handicap, grâce à notre magnifique système de santé. Et là, nous sommes sur ce sujet à la veille d'un basculement. Parce que les magnifiques progrès, les progrès exponentiels, nous posent la question à un moment donné. Est-ce que tant que la technique n'est pas très puissante, il n'y a pas d'énormes risques. Mais quand la technique est très puissante, il faut beaucoup de sagesse, d'autolimitation pour éviter qu'effectivement elle se déploie. Je pense à la thèse développée par Paul Virilio, cet urbaniste et philosophe récemment décédé, et qui parle de l'accident originel. Et dans son livre, il manque toute invention comporte immédiatement l'invention de l'accident qui va avec. L'invention de l'avion invente le crash aérien qui arrive. Le nucléaire invente immédiatement Tchernobyl, Fukushima et Hiroshima. Ça arrive, quoi qu'il arrive, un jour ou l'autre. Et donc la mutation de la façon de procréer, le passage de la couette à l'éprouvette d'une certaine manière, eh bien, avec les progrès de la génomique, prépare un accident génétique qui peut avoir des conséquences énormes. Il faut les regarder en face. Et Paul Virilio nous dit, faites des musées des accidents. C'est-à-dire quand il y a une invention, il y a un progrès, voyez l'accident qui va avec. Et c'est ce que d'ailleurs Alliance Vita a essayé de montrer en montrant déjà ce qu'est ce marché de la procréation. Ensuite, si on regarde le basculement, il est effectivement, et là nous allons sur cette brèche de la levée envisagée du critère d'infertilité médicale pour la procréation, cette levée
du critère d'infertilité médicale pour donner droit à la procréation médicalement assistée, c'est un véritable basculement. Aujourd'hui, il y a une forme de régulation par l'exigence d'avoir un couple homme-femme ayant des problèmes d'infertilité. On l'a vu avec Caroline Roux, seulement 5% des enfants naissent de dons de gamètes. À partir du moment où on dit que les femmes célibataires ou que les femmes vivant ensemble peuvent avoir accès au sperme, eh bien, c'est la porte ouverte à toutes sortes de revendications personnelles liées à des désirs très forts, qu'il faut entendre bien sûr, mais qu'il faut aussi, de notre point de vue, réguler. Et c'est au fond la PMA qui cache la forêt. Tous les autres éléments, de près ou de loin, sont sous-tendus par cet éventuel basculement, parce que à partir du moment où on passe à la technique pour procréer, eh bien, il faut vérifier, valider, et Blanche Trèbe l'a démontré, donc je n'y reviens pas. Mais par ailleurs, nous pouvons montrer aussi que si la ligne rouge est à nos yeux le basculement vers la PMA, elle contient immédiatement le basculement vers la GPA. La prétendue PMA pour toutes, que je trouve cette formule est contestable, crée trois discriminations, trois inégalités. Inégalité entre les enfants, dont certains se voient privés de père, amputés d'un père, de toute référence paternelle, et pas les autres. Inégalité entre les hommes et les femmes, et on entend déjà, et je l'ai vu à l'Élysée, le représentant des familles homoparentales qui revendiquait la gestation par autrui, qui, à ses yeux, doit répondre à la discrimination qui risque d'advenir si la PMA est autorisée aux femmes célibataires ou vivant ensemble. Et puis aussi une discrimination entre les femmes elles-mêmes dans le cadre de ce type de procréation, parce qu'il y en a une qui porte l'enfant et l'autre qui ne le porte pas, et qui sont toutes les deux mères, et en cas de séparation, en cas de crise, qu'advient-il? C'est un sujet qui est souvent négligé. Par ailleurs, la question du don de gamètes n'a rien d'anodin non plus. Nous parlons, c'est pas le vocabulaire d'Alliance Vita, d'une pénurie en France. Nous savons qu'en Belgique, 80% du sperme est importé. Et donc, voulons-nous véritablement un marché du sperme, un marché mondialisé? Est-ce que la France va s'inscrire dans ce marché? Est-ce que nous allons, en tant qu'hommes, être incités à donner notre sperme pour donner la vie d'une manière qui nous paraît remettre en cause justement la responsabilité paternelle, parentale? Ça n'a rien d'anodin de développer un marché du sperme en disant aux hommes finalement, ce n'est pas votre paternité, c'est juste un don, mais cependant ce don aura éventuellement des traits qui nous seront conformes, et puis on le sait, on le voit dans de nombreux pays et pas seulement en France, la quête du géniteur est quelque chose qui peut être extrêmement profond. Vous avez entendu ce fils de G.I. qui est allé chercher de qui il était né, certes après une relation sexuelle, il y a une 50aine d'années, il a trouvé un demi-frère. Et donc nous assistons dans nos services d'écoute à cette quête aussi de d'où je viens, des origines. Et c'est au fond un droit d'écologie humaine que de savoir d'où l'on vient. Ensuite, le président de la République, je l'ai entendu nous dire, et de manière qui visait, je pense, à rassurer, que la France n'allait pas basculer vers la marchandisation du corps. Et je dirais, dont acte, effectivement, l'inaliénabilité du corps humain est un principe spécifiquement français qui nous réunit, je dirais, de manière pratiquement consensuelle dans notre société au regard de l'utilitarisme anglo-saxon qui sévit très près de nous. Et il y a en France, patrie des droits de l'homme, le souci de la personne, du respect de la personne. Nous nous inscrivons de ce fait de manière assez différenciée vis-à-vis des pays, et je pense que c'est tout l'honneur de la France. Cependant, certes, si nous échappons au marché ultralibéral, dont vous connaissez sans doute les abus aux États-Unis ou ailleurs, si c'est pour aller vers un marché étatique, financé par l'impôt, nous y voyons des inconvénients majeurs, et peut-être d'une certaine manière plus grave encore, à la façon du meilleur des mondes d'Huxley, où quand l'État maîtrise et contrôle, eh bien, il édicte des normes. Et le risque, c'est qu'un système de technocratie biomédicale, finalement, l'emporte en termes de pouvoir sur nos corps, et en particulier sur le corps des femmes. On a évoqué la notion de congélation ovocytaire précoce. Eh bien, ça n'a rien d'anodin de se dire que, selon des normes à définir, l'État va maîtriser ou veut maîtriser, en le confiant bien sûr à des spécialistes dont je ne cache pas, je ne doute pas qu'ils soient bien intentionnés, mais va prélever, stocker les plus précieuses cellules du corps féminin pour en faire quoi? Et selon quels critères et quelles normes?
Et parfois, et on l'a vu dans certains pays, peut-être pour pouvoir rajeunir des ovocytes de femmes plus âgées, on va faire injonction à des femmes jeunes de confier ces ovocytes, ce qui n'est pas rien. Et toutes les normes, on le voit même pour le don de gamètes, sont extrêmement exigeantes. Et très vite, elles intègrent des critères de sélection qui s'apparentent à de l'eugénisme, même si personne ne le veut. Donc ce secret de famille, au lieu d'être réduit, au lieu d'être évoqué, risque d'enfler encore davantage. Je pense que les réflexions de Michel Foucault sur la biopolitique s'adaptent sur ces sujets au corps des femmes. Est-ce que véritablement, parce que j'ai débattu avec une femme qui travaille sur la corporalité des femmes et qui a commencé son propos en disant qu'en termes de procréation, elle voulait être un homme comme les autres, et elle a argumenté de manière brillante en faveur de l'autocongélation ovocytaire. Mais ça veut dire, et on l'a rappelé, que dans moins de la moitié des cas, la FIV est un succès. Ça veut dire qu'on va faire une promesse se traduisant par une hyperstimulation ovarienne, ce prélèvement et éventuellement des grossesses tardives dont les conséquences peuvent être extrêmement graves, notamment sur le plan vasculaire. Est-ce que les principes d'écologie humaine ne devraient pas être davantage de respecter la physiologie différenciée, asymétrique des hommes et des femmes, plutôt que de techniciser finalement le corps des femmes et d'aller dans ce que Jacques Ellul contestait, c'est-à-dire une technique qui vient sans cesse au secours de la technique, alors qu'on ne voit pas qu'elle n'est pas forcément neutre. Et là, je voudrais évoquer le principe des signaux faibles. Il nous semble extrêmement important d'alerter lorsque les basculements se font sur ces signaux faibles. On le voit, personne, peut-être même certains sont surpris en entendant que la France est le pays au monde qui éradique le plus selon la santé avant la naissance. Eh bien, personne ne l'a décidé, mais ça a commencé par petites touches. Eh bien, cette autocongélation ovocytaire peut tout à fait être ce signal faible sur quelques critères qu'on aurait définis. J'ai entendu que Mme Buzyn, ministre de la Santé, souhaite que ça soit régulé, mais petit à petit s'impose une norme. L'exception devient la norme. Et on voit, il y a des pressions extrêmement fortes qui pèsent, notamment pendant la grossesse sur les femmes, avec tous les examens qu'elles subissent, qui sont pour le bien de leur santé et de celui de leur enfant. Mais ce qui était exceptionnel devient finalement la norme et il est très difficile d'y échapper. Je vous renvoie à ce que Didier Sicard disait, lorsqu'après avoir révélé en 2002, je crois que la France était le pays au monde qui flirtait le plus avec l'eugénisme, il a exprimé que dans cette matière, disait-il, je ne crois pas aux décisions individuelles. Elles sont largement conditionnées, bien sûr par notre liberté, notre autonomie, mais également par le poids de la société et le regard qu'il y a. Et je voudrais aussi insister sur le fait que la technique, quand elle est proposée, crée immédiatement le marché et génère parfois des demandes qui ont tendance, dans certains cas, à alimenter les souffrances. L'exemple type est celui de la proposition qui est faite par certains d'une implantation post-mortem de l'embryon. Voilà une femme qui perd son compagnon. Le deuil, nous l'accompagnons dans notre autre site SOS Fin de Vie que je n'ai pas évoqué. Et nous accompagnons des deuils difficiles, des deuils pathologiques. Et bien sûr, quand on perd son compagnon, on fait aussi le deuil de l'enfant qu'on n'aura pas avec lui. C'est douloureux, c'est difficile, mais ça permet aussi de se reconstruire et de partir plus fort avec une possibilité de construire, de poursuivre sa vie. Or, à partir du moment où vous avez du sperme congelé ou des embryons et qu'on vous dit que c'est possible, voire souhaitable, voire respectable par rapport au désir que vous aviez avant de les voir implantés, eh bien le risque effectivement qu'on alimente cette souffrance et qu'on crée des deuils pathologiques. Personne n'en est profondément responsable, mais les désirs légitimes des uns d'avoir des enfants en bonne santé et de procréer, et les désirs légitimes des autres de soigner, de répondre aux souffrances, aboutit à une forme de résonance des désirs. Je vous invite à conclure. Je conclus. Pour nous, la loi est là pour réguler les désirs des forts et en protéger les faibles. Lorsqu'on interroge honnêtement les Français sur la question du père, nous l'avons fait avec l'IFOP auprès de 2000 personnes, et notamment des hommes, pour voir aussi ce que les pères en disaient. 93% des Français estiment que le père a un rôle essentiel à jouer. Et quand on leur demande s'il faut, et je pense que c'est la question honnête qu'on peut poser par rapport à des sondages dont vous avez entendu qu'ils étaient contradictoires, faut-il privilégier le besoin de chaque enfant d'avoir un père en réservant la PMA aux couples hommes-femmes ayant un problème d'infertilité, 61%. Faut-il privilégier le désir d'enfant en permettant la PMA sans père pour les femmes seules ou vivantes ensemble, 39%.
Voilà, nous avons, je l'ai dit, Emmanuel Macron, nous accompagnons des familles monoparentales. 35% d'entre elles vivent sous le seuil de pauvreté. Un des grands enjeux de notre société, c'est justement cette parité originelle, homme-femme, cette asymétrie. Et nous ne voyons pas que la paix sociale puisse être favorisée si nous levons si nous provoquons la fabrication avec le soutien et le financement de l'État et de l'impôt d'enfants qui seraient amputés de cette dimension paternelle qui manque à tant d'entre eux déjà aujourd'hui. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions. Donc je vais maintenant procéder à des questions-réponses. J'invite tout le monde à être concis pour ne pas avoir encore plus de retard que ce que nous avons. Donc moi j'aurais une question simplement par rapport à l'édition génique de l'embryon. Et à l'encadrement qu'on pourrait avoir, quelle différence éthique vous faites entre cette édition génique de l'embryon qui intervient en amont afin de corriger les anomalies génétiques les plus graves et les techniques actuelles qui existent, qui sont soit qui permettent de sélectionner les embryons pour conserver uniquement ceux qui sont indemnes des anomalies génétiques en question, ou bien ces techniques qui permettent de détecter les fœtus qui sont atteints de telles anomalies afin de les orienter vers une IMG, une interruption médicale de grossesse. Donc voilà, quel est l'aspect, la différence éthique que vous faites entre cette édition du génome de l'embryon et les techniques actuelles? Je ne sais pas qui répond, Madame Strep peut-être, qui est intervenue sur ce sujet. Ah oui, pardon. Oui, juste au tout début, peut-être repréciser que ces techniques sont des prouesses médicales et scientifiques qui nous laissent entrevoir vraiment des perspectives médicales et thérapeutiques majeures et magnifiques, et qu'effectivement, ce n'est pas la technique en elle-même qui nous questionne, hein, c'est bien l'usage qu'on en ferait, et en particulier l'usage sur les gamètes ou sur les embryons humains. La différence, elle est importante, c'est que, eh bien, on considère finalement, on parle de thérapie embryonnaire avec ces techniques-là, mais au fond, c'est des techniques, il faut bien comprendre qu'elles ne guérissent pas quelqu'un existant, elles fabriquent quelqu'un qu'ensuite elles prétendent guérir. L'intention, elle est bien là au départ, c'est de fabriquer un embryon qu'ensuite on viendrait guérir. C'est pas du tout, c'est pas du tout l'angle habituel, on va dire, du soin, qui est de prendre soin de quelqu'un qui en a besoin, y compris in utero, hein, un petit patient in utero. Hein. Donc c'est quand même vraiment une différence. Et puis j'ai évoqué les enjeux éthiques, et la question de la sécurité et de la sûreté est un enjeu éthique majeur, parce que c'est vraiment immoral de faire peser un risque sur la santé d'un enfant qu'on aurait délibérément fabriqué. C'est vrai que ces techniques-là, comme je l'évoquais tout à l'heure, eh bien, elles vont progresser évidemment, mais elles seront toujours immaîtrisables, puisqu'il faudra toujours effectuer cette modification génétique sur les quelques cellules embryonnaires de départ, et qu'il sera impossible de contrôler chacune des cellules de l'embryon pour voir si ça a bien fonctionné. Il y a des mutations possibles, des mutations de réparation, des effets collatéraux, etc. Donc il sera impossible de contrôler les quelques cellules embryonnaires de départ, puisque s'il fallait faire un séquençage dessus, on détruirait l'embryon, donc ça ne fonctionnerait pas. Donc il y aurait toujours une prise de risque à ce niveau-là. Et puis après, dans le développement embryonnaire, il y aurait des inconnus. Et puis effectivement, après, tout ce qui est transmission aux générations suivantes, c'est vraiment un enjeu qui est vraiment à distinguer, je pense. Merci. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Vous indiquez qu'il importe de se prémunir du délire. Je voudrais savoir quel délire vous voyez dans les propositions de loi que nous analysons présentement. Qu'est-ce qui vous apparaît véritablement du domaine du délire? Est-ce qu'il ne faut pas effectivement, comme vous l'avez rappelé, prendre un peu de hauteur et de respect plutôt que de basculer dans cette diabolisation? Vous demandez quelle société voulons-nous pour demain? Je crois que la réponse de la plupart des Français, c'est de se dire, c'est pas celle d'hier en tout cas, où la longévité était de 30 ans en moyenne avec une mortalité infantile effrayante. C'est pas non plus celle qui refuse tous les progrès. Vous dites que les progrès peuvent véhiculer des dangers, oui, mais aussi des bienfaits. Donc c'est à nous de sélectionner entre les deux. Alors ma question, si vous acceptez qu'on peut imaginer certains progrès à venir,
voire même de ceux qui ont déjà été réalisés. Votre position est-elle pour ou contre la PMA avec un tiers d'honneur, y compris chez les hétérosexuels? Deuxième question, vous êtes réservé sur le dépistage anténatal. Pourtant, celui-ci ne conduit pas seulement à quelques interruptions thérapeutiques de grossesse quand il y a une maladie grave qui a été dépistée, mais aussi à des traitements antinataux. Donc ça permet de sauver des fœtus. Depuis 1988, nous avons réalisé les premières greffes in utero pour sauver des fœtus atteints de maladies graves au niveau immunologique ou hématologique. Et ces résultats sont positifs. Donc ce dépistage n'est pas seulement pour faire éviter la naissance d'enfants très malades, mais aussi pour traiter ces maladies. Autre question, vous assimilez le DPI, diagnostic préimplantatoire, tel qu'il est fait aujourd'hui, à de l'eugénisme. Pourtant, la définition de l'eugénisme, c'est l'ensemble des méthodes et pratiques qui visent à améliorer le patrimoine génétique de l'espèce humaine. Donc ma question, vous ne voyez pas de différence entre la prévention d'une naissance avec une maladie très grave et l'amélioration du patrimoine génétique de l'espèce? Pour moi, ce sont deux choses différentes, mais peut-être que pour vous, ce n'est pas distinct. Dernière question, vous semblez être contre la recherche sur l'embryon. Pourtant, celle-ci permet d'améliorer l'efficacité de la fécondation in vitro, qui pour l'instant est loin d'être optimale, notamment en France, et se permettrait donc ainsi de diminuer la production de nombreux embryons surnuméraires, qui est pourtant un enjeu que vous recherchez. Donc il y a une contradiction entre refuser toute variété de recherche sur l'embryon et ne pas accepter que celle-ci permette d'éviter la production d'embryons surnuméraires. La recherche sur l'embryon, pourquoi la voir différemment de la recherche sur le fœtus et le nouveau-né? Elles sont très encadrées, très protégées, puisqu'il s'agit d'êtres vulnérables. Mais pourquoi devrions-nous sacraliser l'embryon à un degré différent du fœtus et pourquoi ne pas appliquer les mêmes règles pour la recherche? Enfin, d'ailleurs, cette autorisation, qui maintenant dure depuis quelques années pour cette recherche, a enlevé l'hypocrisie du passé, où il était interdit dans notre pays de produire des lignées de cellules souches embryonnaires, mais on avait tous les droits de les acheter quand elles étaient produites dans les pays voisins. Et donc, soit on est pour, soit on est contre, mais on ne pouvait pas rester dans la nécessité dans laquelle était évidemment la recherche française de travailler sur des lignées de cellules souches en les important, mais l'interdiction de les produire dans notre pays. Merci, monsieur le rapporteur. Je donne la parole à Madame Caroline Roux. Merci pour vos questions, monsieur le rapporteur. Oui, vous avez raison de demander la précision sur la PMA avec don. Est-ce que c'est y compris pour les personnes, voilà, pour les couples actuels? Je crois, je voudrais redire que notre position, c'est d'abord, on constate les difficultés autour de ce type d'assistance médicale à la procréation. Et que si nous sommes ici devant vous, c'est pour vraiment demander qu'il y ait plus de prévention, qu'on puisse avoir d'autres solutions et que les couples puissent éviter ce type d'assistance médicale à la procréation qui est plus complexe, je dirais, pour les couples. En tout cas, c'est ce qui nous partage, y compris autour des grossesses tardives. Hein. C'est pour ça qu'on a fait ces propositions de pouvoir voilà, faire plus d'informations pour éviter l'infertilité. C'est ça qui est premier pour nous. Vous avez raison aussi de dire que le diagnostic prénatal et les politiques de dépistage, bien sûr, ont permis, d'ailleurs peut-être que certains d'entre nous soient là, hein, parce que voilà, il y a eu beaucoup de progrès autour de l'accueil, de l'accouchement, etc. Ceci dit, ce que j'ai voulu vous montrer, c'est ce que nous on entend, hein, c'est cette pression et cette anxiété que vivent beaucoup de couples et aussi quand finalement le handicap n'est pas là. Donc c'est cette pression du dépistage pour lesquels des couples nous disent « Ah bah oui, mais je croyais qu'il fallait le faire ». Il y a, je pense, une confusion dans
à partir du moment où c'est systématiquement proposé. Et puis, beaucoup de difficultés à accueillir ensuite des propositions d'amélioration des chirurgies possibles. Là, on a encore eu le cas d'une personne qui, on vient de découvrir qu'un enfant aurait un des membres, un bras manquant. Eh bien, c'est extrêmement compliqué pour elle aujourd'hui de se dire, eh bien, on va poursuivre la grossesse jusqu'à son terme. Pourquoi? Eh bien, nous le voyons, quand le handicap est découvert après la naissance, eh bien, l'enfant, il est accueilli et c'est beaucoup plus difficile parce qu'il y a une forme de... Quand on n'a pas vu l'enfant, en fait. Et on voit bien la différence entre les deux et c'est très difficile eh bien, de surmonter, et on le comprend, des peurs, la peur pour, évidemment, l'enfant qui va naître, mais aussi pour sa propre vie de famille. Donc, c'est autour de cette pression, finalement, diffuse que j'interviens et que je suis intervenue pour dire est-ce qu'on ne pourrait pas travailler autour de l'annonce de ces handicaps, des malformations potentielles pour qu'il y ait une vision plus positive et notamment pour accompagner les enfants une fois nés. Merci, Madame Streb. Pour répondre à la première partie de la question, effectivement, mon propos était d'expliquer un certain nombre de clarifications qui sont aujourd'hui nécessaires, puisque, eh bien, il y a un certain nombre de nouvelles techniques scientifiques qui sont intervenues depuis la loi de 2011 et qui laissent entrevoir des perspectives. Et également, je pense qu'il est important dans ces sujets-là de regarder ce qui se fait au niveau mondial, puisque on voit bien que parfois ce sont des introductions à ce qui pourrait également être proposé ou intervenir chez nous. J'ai cité notamment, par exemple, la FIV à 3 parents, qui est autorisée en Angleterre. Des enfants sont déjà nés en Angleterre de cette pratique, non pas parce que c'est autorisé, mais juste parce que c'est pas interdit. Et puis, ça fait l'objet déjà d'un protocole de recherche également en France. Donc, on voit bien qu'il y a des sujets qui sont extrêmement problématiques et préoccupants en raison des risques inconsidérés que cela fait peser aux enfants qui en sont nés. Et on pourrait élargir les explications là-dessus si on avait peut-être plus de temps. On voit aussi qu'il y a de la recherche qui est faite notamment sur les gamètes artificielles, par exemple, où là aussi, si dans l'avenir, eh bien, on ne se prémunissait pas eh bien, d'interdire la conception d'embryons et d'enfants dans ces circonstances-là, là aussi au regard eh bien, des processus finalement de méiose, là aussi je pourrais développer plus longtemps si je pouvais, mais qui font de ces futurs gamètes artificiels eh bien, un vrai risque sur la santé de l'enfant à naître. Voilà, c'est toutes ces nouveautés en fait finalement qui sont proches de nous quand même et que je pense je voulais apporter un éclairage important puisque c'est effectivement aussi l'objet des lois de bioéthique de penser à toutes ces thématiques-là. Merci, Monsieur Derville. Peut-être juste un petit point, oui, vive le progrès, bien sûr. Là, je pense que si nos arrière-grand-mères ne s'étaient pas lavé les mains, ou plutôt leur gynéco, leur sage-femme, on n'aurait pas survécu. Donc la question, et je pense qu'on peut s'entendre au moins sur ce principe, c'est que le progrès, et d'autant plus qu'il y a une puissance très forte, doit être régulé par une éthique. Sur la fameuse formule « science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Et c'est vrai que certains des très grands scientifiques, je les cite dans mon livre « Le temps de l'homme », nous inquiètent par leurs propos, notamment sur l'eugénisme, vous voyez. Par exemple, quand Francis Crick, co-découvreur de l'ADN, dit, et dans une conférence, tout enfant nouveau-né ne devrait pas être appelé humain avant d'avoir passé un certain nombre de tests portant sur sa dotation génétique. S'il ne réussit pas ces tests, il perd le droit à la vie. Fin de citation. Quand il dit ça, nous sommes effrayés, parce qu'un très grand scientifique, co-découvert de la structure de l'ADN, a une posture extrêmement dure, qui n'est pas la vôtre, j'espère, ou pas la nôtre, mais qui assume une forme de toute puissance scientifique. Et de ce fait, voilà, c'est justement parce que nous sommes à la veille de progrès monumentaux dans tous les domaines, dans la transparence du génome, que nous avons besoin d'une régulation solide de l'État, pas seulement livrée d'ailleurs aux scientifiques, mais aux politiques, bien sûr, aux politiques, et peut-être que chacun a son mot à dire. De telle sorte que aussi on ne subisse pas, et je n'ai pas évoqué tout à l'heure, le conséquentialisme. Un journaliste m'a dit, à partir du moment où un enfant est né d'une technique, il ne peut pas la contester. Et c'est là que le bas blesse, justement.
Voilà, si. Et du coup, on peut aller jusqu'à, vous évoquiez le mot délire, jusqu'à l'utérus artificiel, sur le livre de Henri Atlan et la préconisation de certains que j'ai entendu dans des débats. Et est-ce qu'un enfant né d'une machine aura le droit de nous reprocher à nous, le moment où ça adviendrait, de lui avoir privé de l'enceinte maternelle? Nous pensons que oui. Et nous pensons que déjà, la façon dont sont traitées certaines femmes dans certains pays s'apparente. On les traite comme des machines à fabriquer des enfants. Et si on pouvait s'en passer, eh bien, si ceux qui les traitent comme des machines pouvaient s'en passer grâce à une véritable machine, à la façon du meilleur des mondes, eh bien, ils le feraient. Et donc, il nous appartient, je pense, de protéger les enfants, y compris ceux qui n'ont pas le droit de se plaindre de maltraitances originelles sans lesquelles ils n'auraient pas la vie. Voilà, donc nous assumons pleinement toutes les vies qui sont présentes et nous les encourageons et soutenons, mais nous ne pouvons pas cautionner des maltraitances originelles parce que si nous le faisons et si on prive aussi de la capacité des futures générations de naître libres et égales en droit, nous pensons que nous n'agissons pas de manière, je dirais, solidaire. Et c'est vrai que ces enjeux qui vous sont posés et sur lesquels vous travaillez tout autant que nous appellent à une extension du domaine de la solidarité dans le temps et dans l'espace. Dans le temps, c'est-à-dire les générations futures, et Blanche Trèbe l'a montré, sont maintenant tributaires de notre manière de leur transmettre une sorte de... C'est Jacques Attali qui le dit dans sa tribune de Sled.fr de 2013. Il s'agit pour nous de définir et protéger le sanctuaire de notre identité, je le cite. Et ça, c'est absolument majeur. Et la France a une voix, je pense, très forte à donner parce que nous n'avons pas cédé jusqu'à maintenant aux sirènes de l'utilitarisme anglo-saxon sur ces sujets, même s'ils ont d'autres qualités. D'ailleurs, le président de la République, je pense, cautionne l'idée d'une voix française, qui est une voix, un chemin, mais aussi une voix, une parole française sur ces sujets, qui est très attendue dans le monde pour justement protéger les plus fragiles. Merci. Donc, nous allons conclure notre audition avec 2 questions de la part de Laurence Vansenbroek-Mialon et d'Aurore Berger. Laurence Vansenbroek-Mialon. Merci. Merci, Monsieur le Président. Donc, Monsieur Derville, tout à l'heure, vous disiez que vous alliez faire un petit peu de politique. Et bien, justement, moi, je vais en faire un petit peu aussi. Et dans un communiqué de presse d'Alliance Vita du 22 octobre, qu'on peut consulter sur votre site Internet, vous répondez à l'annonce qu'a faite Madame Buzyn de l'insertion dans le futur projet de loi de bioéthique de la PMA pour toutes, et vous indiquez qu'Alliance Vita a décidé de réagir avec force. Un peu plus loin, vous indiquez que, ouvrez les guillemets, par ces déclarations, Madame Buzyn nous incite à nous mobiliser sans tarder pour l'intérêt supérieur des enfants. Nos équipes s'apprêtent à agir dans toute la France dès novembre. Fermez les guillemets. Alors, je voulais être certaine d'avoir bien compris ce que vous semblez alléguer. Ma question est donc celle-ci. Peut-on supposer que vous incitez publiquement aux troubles à l'ordre public en invitant à descendre dans la rue et à rejouer le match du mariage pour tous de 2013 ? Vous qui vous souciez du bien-être de l'enfant, ne craignez-vous pas de blesser tous les enfants nés par PMA et qui souffrent de la stigmatisation dont font l'objet leurs familles, même à l'âge adulte, ils restent des enfants? Merci. Merci. Aurore Berger. Merci, Monsieur le Président. Vous nous avez appelé dans la fin de votre propos à une régulation solide. Et en effet, c'est bien l'enjeu d'arriver à concilier progrès scientifique et éthique. Mais ce qui m'étonne, c'est que vous vous appuyez quasiment exclusivement sur des témoignages. Vos sites Internet regorgent de témoignages. Vous avez commencé votre propos avec des témoignages. Nous ne savons rien de leur véracité. Nous ne savons rien du contexte dans lequel ces témoignages ont pu être recueillis. Pour avoir fait l'expérience, par exemple, d'un site SOS Bébé ou avoir appelé le numéro, je peux témoigner moi-même de la manière avec laquelle certaines femmes peuvent être accueillies dans le projet qui pourrait être le leur d'avoir un IVG où elles sont plus entravées qu'accompagnées à le faire. Quelle valeur scientifique ont vos travaux? Si vous nous appelez à une régulation solide, et c'est bien notre enjeu évidemment, alors il faut aussi pouvoir nous appuyer sur des travaux qui, eux, le sont. Or, ici, nous n'avons jamais de valeur scientifique dans les travaux, mais uniquement la valeur empirique de témoignages que vous délivrez sans qu'on puisse les vérifier. Et enfin, une question plus spécifique sur les diagnostics prénataux. Vous avez dit dans votre propos que la France, je cite, éradique avant la naissance. C'est un terme extrêmement fort que vous avez employé. Est-ce que ça veut dire que vous considérez qu'il faudrait supprimer tout diagnostic prénataux parce que vous les considérez comme étant beaucoup trop intrusifs ou qu'il faudrait aller jusqu'à supprimer l'interruption médicale de grossesse? Troisième question, Guillaume Chiche. Rapidement, s'il vous plaît, et aussi bien dans les réponses également. Parce qu'on vraiment très brièvement, Monsieur le Président. Je serai assez rapide parce que
Les sujets ont été évoqués et je partage par ailleurs ce que vient d'être dit par ma collègue Aurore Berger. L'enjeu de l'extension de la PMA à toutes les femmes, y compris célibataires et couples lesbiens, comme l'accès à l'IVG sur lequel vous avez, on va dire, des positions singulières que je ne partage pas et que je combats, l'objectif est bien de donner aux femmes la liberté d'avoir la main sur leur capacité reproductive et de pouvoir répondre à leur désir d'enfant. C'est un premier élément. Un deuxième élément sur votre perception des inégalités, notamment dans l'ouverture de l'accès à la PMA, qui introduirait une inégalité entre les hommes et les femmes. Qu'on soit bien clair, la PMA aujourd'hui est ouverte à certaines femmes qui sont en l'occurrence hétérosexuelles et fermées à d'autres. Établir un régime d'égalité, c'est autorisé à toutes les femmes. La GPA, en parlant des hommes, elle est interdite pour tous les hommes. Elle n'est pas autorisée pour une catégorie d'entre eux. Je ne reviendrai pas sur l'inégalité dans un couple de femmes entre la femme qui porte l'enfant et pas l'autre. Je ne suis pas absolument persuadé qu'il y ait une cohérence dans ces propos et je vous appellerai à la plus grande prudence, comme ça a été déjà fait, sur l'utilisation du mot eugénisme, qui renvoie à une pratique ou à un objectif du Troisième Reich, qui était une logique coercitive. Dans l'ouverture à la PMA à toutes les femmes, nous ne sommes pas dans la coercition, bien loin de ça. À un objectif de changement, on va dire, de l'espèce humaine. Aujourd'hui, quand on parle d'ouverture de la PMA à toutes les femmes, personne n'a la volonté de venir impacter ou changer la nature de l'espèce humaine. Et enfin, c'est quelque chose qui ne se faisait sur aucune base scientifique, et je ne vous renverrai pas aux atrocités qui ont eu lieu pendant la Seconde Guerre mondiale, mais c'est simplement le fait de pouvoir répondre à un désir d'enfant grâce à une pratique médicale qui est éprouvée depuis plus d'une trentaine d'années. Je m'arrêterai là. Merci. Pour conclure, une manière concise, en répondant aux questions, M. Derville. Bon, certes, ici, je ne pensais pas aborder la question d'une mobilisation devant les parlementaires, même si, bien sûr, je conçois que vous ayez un intérêt pour notre communiqué de presse. Bien sûr, quand nous nous mobilisons, que ce soit dans la rue, dans les explications, dans nos travaux, c'est toujours dans le respect de l'ordre public. Et sur la dernière petite partie de votre intervention, si nous craignons d'être blessants pour les enfants déjà nés. J'en ai déjà rencontré, j'ai parlé avec eux, j'ai pu parler avec leurs parents. Et j'ai évoqué tout à l'heure le conséquentialisme. Vous voyez, la façon dont on risque d'étouffer le débat, d'interdire la parole, c'est pas ce que vous voulez faire, mais au motif que c'est blessant, effectivement, pour certains qui se sentent remis en cause dans leur existence même, nous y sommes extrêmement sensibles. Voilà, j'ai manifesté dans certains cas à côté de porte-parole homosexuels eux-mêmes et qui n'ont pas forcément été tellement médiatisés, mais qui ont exprimé aussi la douleur que c'était pour eux de renoncer à certaines formes de procréation par respect pour le droit de l'enfant de connaître un père ou de connaître une mère, mais nous marchons sur des œufs, on en a conscience. Par contre, nous sommes très effectivement déterminés à nous mobiliser au nom de cet enfant, même si j'entends qu'on puisse ne pas être d'accord avec nous sur ces sujets, et sans trouble à l'ordre public, je rappelle justement, enfin voilà, nous savons trop quand on est en sorte de manifestation, quand il y en a, combien c'est un souci pour la sécurité de tous, et aussi que la paix sociale ne soit pas remise en cause par ce type de mobilisation. Cependant, nous l'avons dit au président de la République, est-ce que véritablement, puisqu'on est sur ce terrain, il souhaite une confrontation sociétale aujourd'hui. Est-ce que c'est cela dont notre pays a besoin? Est-ce que c'est l'enjeu prioritaire pour notre pays? Nous n'en sommes pas sûrs, mais ça c'est à lui, à vous tous, bien sûr, de le voir. Mais nous ne pouvons pas nous taire parce que notre mobile est extrêmement fort. Nous ne sommes pas un lobby qui défendons des intérêts. Nous avons une conception effectivement de la vie, de l'anthropologie, des besoins, des droits des enfants, des plus fragiles. Et ça, je veux dire, c'est irrécupérable politiquement. Nous ne faisons pas de la politique au sens noble que vous faites, mais nous faisons aussi de la politique au sens où nous, année après année, je dirais les ministres passent, les gouvernements passent, mais nous avons toujours chevillé au corps les mêmes soucis que nous partageons avec tous les représentants de la nation, quel que soit leur parti. Sur la question de Madame Berger, je laisserai peut-être Caroline Roux répondre, mais je réponds du coup sur la question de Monsieur Chiche. C'était quoi déjà Oui.
Oui, sur l'eugénisme, oui. Oui, vous avez évoqué bien sûr des périodes sombres de l'histoire dans lesquelles nous ne faisons pas de comparaison, mais le mot eugénisme, on a hésité à le dire, on s'en parlait juste alors, on s'est dit voilà, comment il est utilisé. Mais vous avez sans doute entendu Jean-François Mattei, Didier Sicard, Israël Nizan, tous utilisent ce mot désormais. Et le mot qui vous a peut-être choqué d'éradication et qui peut apparaître exagéré, 100% des personnes diagnostiquées myopathie de Duchenne vivent en France une IMG, donc ne voient pas le jour. 96% des personnes touchées par la trisomie 21, et alors que leur visage émerge, une personne a présenté la météo il n'y a pas longtemps, vous vous souvenez, ça a été magnifique. Les visages de ces personnes émergent. Moi-même, je me suis engagé à l'âge de 20 ans auprès d'enfants porteurs de handicap. J'ai fourni une association qui accueille des enfants polyhandicapés. Et je suis stupéfait de voir la pression que nous mettons socialement, sans l'avoir voulu, et qui aboutit à des taux effarants, effectivement. Et on ne sait pas, on ne sait plus ce que ces personnes peuvent apporter à notre société. Si dur, si difficile. On ne sait plus à quel point ils ont une capacité, au-delà des souffrances qu'ils vivent et qu'ils provoquent effectivement par leur présence, de pacifier notre société, que ce soit dans l'insertion, l'inclusion scolaire ou dans d'autres endroits. Je pense qu'on a une ambivalence, voyez. Est-ce qu'on peut dire à la fois aux personnes touchées par le handicap, prenez toute votre place dans la société, et d'un autre côté leur dire si on avait su, on vous aurait pas laissé naître. Voyez, je suis contemporain de Michel Petrucciani et amateur de jazz par ailleurs, et vous savez qu'il a dit à propos de son enfant qu'il a accueilli, ça aurait été me renier moi-même. Cet homme qui était si souffrant, si porteur d'handicap et si fécond et si magnifique, ouais, et ces visages-là, eh bien, est-ce qu'on a encore le droit de les accueillir dans notre pays? C'est la question qu'on se pose avec le mot effectivement un peu dur d'éradication, qui n'est désiré par personne, mais on aboutit pratiquement à ça. Madame Roux, peut-être pour conclure. Oui, merci pour votre question, Madame la députée. Alors, les témoignages qu'on a, les échanges qu'on a, c'est pas, on n'écoute pas toutes les Françaises. Hein. Enfin, c'est une partie des personnes, d'ailleurs, qui viennent beaucoup par Internet. Hein. Nous sommes d'ailleurs en train de travailler sur une étude scientifique sur un certain nombre de témoignages recueillis, dont on pourra vous faire part dans quelques temps. Je pense que c'est important, dans tout ce qu'on entend, de savoir que quand même ces techniques peuvent provoquer des souffrances, et c'est ça que j'ai essayé de faire entendre pour essayer, parce que d'abord l'AMP c'est quand même un vrai parcours du combattant, hein, c'est pas simple, pour essayer de trouver aussi des voies alternatives et surtout de faire de la prévention, et je pense qu'on en est au balbutiement aujourd'hui et qu'il y aurait beaucoup à faire, et aussi sur la recherche des causes d'infertilité. Très bien, mais écoutez, il me reste à vous remercier pour votre éclairage et nous faisons une très courte suspension de séance. Merci.